Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par l'école 3A. On est une école supérieure de commerce et de développement. Donc, lors de ce webinaire, Simon Brabant et Agostino Boruni aborderont l'économie sociale et solidaire, de sa construction jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec la crise que nous traversons actuellement, c'est un sujet qui est plus encore d'actualité. On est en effet amené à se mobiliser et à repenser collectivement l'économie. Cependant, afin que cela fonctionne, il est nécessaire de professionnaliser ce secteur, de se munir d'outils et de modèles. Donc, c'est pourquoi, fort de nos 35 ans d'expertise dans le tiers secteur, nous proposons aux professionnels de ce domaine, ainsi qu'aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir, une formation de manager des organisations de la solidarité. Donc, c'est une formation de 400 heures qui démarra le 7 avril et qui se découpe en 5 blocs de compétences. L'objectif de ces blocs, c'est de vous transmettre les outils nécessaires pour accompagner les organisations du tiers secteur dans leurs problématiques et développer leurs stratégies. Donc, on organise ce webinaire dans le cadre du lancement de cette formation. C'est en effet l'occasion de pouvoir échanger durant ces 45 minutes sur l'économie sociale et solidaire. Et puis, si vous voulez aller plus loin par la suite et prendre part à la construction de ce nouveau paradigme, vous pourrez du coup rejoindre notre formation. L'objectif de ce webinaire, c'est également de favoriser les échanges, de provoquer le débat. Et je vais donc laisser la parole à nos deux intervenants, mais il ne faudra pas hésiter à intervenir tout au long du webinaire via le chat que vous avez à votre disposition. Merci Anastasia. Donc on va peut-être commencer rapidement par se présenter, mais d'abord la construction du webinaire. On va en fait passer une quinzaine de minutes à présenter le sujet là qui nous intéresse avec Agostino, parce que l'idée c'est de passer peu de temps à présenter comme ça en plénière, et puis surtout d'essayer de répondre à vos questions et comme tu l'as dit Anastasia, d'inciter un peu à débattre de certains sujets concernant l'économie sociale et solidaire. Donc moi je suis Simon Brabant, je suis le directeur de l'école 3A. Rapidement, de ma jeune carrière en tout cas, j'ai travaillé un peu plus d'une dizaine d'années dans l'économie sociale et solidaire. D'abord en construction de coopératives, j'ai été gérant de coopérative avec donc des coopérateurs associés, salariés. Et puis un peu plus tard en intervention pédagogique, en formation auprès de différentes universités, différentes écoles supérieures, différents centres de formation, et aujourd'hui en direction d'organismes de formation. Voilà, Agostino, je te laisse te présenter rapidement. Donc Agostino Burini, bonjour à tout le monde. Professionnellement, moi, rapidement, je suis actuellement responsable de formation sur les filières d'encadrement dans une école de travail social, donc responsable des formations de directeur et de chef de service. Voilà, je suis beaucoup plus âgé que Simon et donc j'ai quelques années de vadrouille dans le champ de l'économie sociale et solidaire, voilà, depuis plus de 30 ans, à la fois à l'échelon national et à l'échelon européen. Je me suis pas mal préoccupé d'un certain nombre d'expériences un peu significatives à l'échelon européen sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, en ayant monté un certain nombre de projets très concrets en essayant aussi de réfléchir un peu à la question tout au long de ma carrière. Ce qu'il faut dire en fait, Agostino, c'est qu'on a en réalité on a travaillé ensemble de longue date sur les questions d'entrepreneuriat. C'est ça qui nous lie au départ sur les questions d'entrepreneuriat social. Peut-être que pour commencer, on peut se poser la question de au-delà de la définition classique de l'économie sociale et solidaire, qui est voilà, l'économie sociale et solidaire est représentée par des structures associatives, coopératives, mutualistes. Aujourd'hui et depuis la loi de 2014, mais c'est en perpétuelle évolution. La frontière est de plus en plus mince entre, on va dire, l'économie responsable, l'économie sociale, l'économie de la solidarité et le tiers secteur économique. Est-ce que toi, tu peux donner une définition de l'économie sociale et solidaire qui te paraisse la plus juste? La définition de l'économie sociale et solidaire, c'est un premier élément qui est très important à avoir en tête, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est pas un secteur d'activité.
c'est bien effectivement la question d'un mode d'entrepreneuriat. La loi de 2014 le rappelle très concrètement, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, c'est ni le qui ni le quoi. C'est pas parce qu'on travaille avec des publics en difficulté, c'est pas parce que je suis sur le champ de l'environnement que je suis dans l'économie sociale et solidaire. Ça va bien être les modalités entrepreneuriales que je vais mettre en œuvre qui vont effectivement définir cette économie sociale et solidaire. Autour de deux principes de base qui sont les principes historiques de l'économie sociale, c'est-à-dire la lucrativité limitée et la question de la gouvernance démocratique, qui sont effectivement les deux piliers de cette économie sociale et solidaire. Et pourquoi, en fin de compte, alors du coup, je me fais le naïf, je fais le naïf, mais pourquoi l'économie sociale et solidaire existe? Pourquoi ce mode d'entreprendre existe? Et est-ce qu'il a un avenir? Parce qu'en fin de compte, on pourrait se dire soit qu'il est trop vieillot, soit que c'est plus on va dire le mode d'organisation à privilégier. Ou alors on peut se dire que c'est au contraire totalement dans l'air du temps et que ça correspond à des attentes sociétales ou économiques. Bah, les deux, mon capitaine, parce que effectivement, cette question de l'économie sociale et solidaire, c'est pas quelque chose de récent, parce qu'on pourrait remonter historiquement très très loin, et on va avoir la pitié de vous faire l'économie de ce rappel historique. Simplement dire que je vais prendre une phrase de Charles Gide qui disait que l'économie sociale et solidaire était en fait fille de nécessité. C'est-à-dire, c'est toujours dans la société, comment effectivement, face aux différents enjeux, face aux différentes problématiques auxquelles était confrontée la société, des collectifs citoyens se sont organisés pour répondre à ces enjeux. Et ça, c'est véritablement, je dirais, l'élément fondamental par rapport à cela. Alors, cette question de l'actualité aujourd'hui, elle est particulièrement pertinente. On vit un certain paradoxe aujourd'hui parce que on est dans une phase en fait d'espèce de paroxysme de l'économie néolibérale de manière assez classique. Il n'empêche que toutes ces questions de nouvelles économies, alors qu'elles soient circulaires, qu'elles soient collaboratives, qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient d'économie sociale et solidaire, aujourd'hui reviennent sur le devant de l'actualité comme une espèce de nécessité en fait de réfléchir à des alternatives possibles au système libéral par rapport à cela. Alors simplement pour positionner peut-être en termes de chiffres une certaine réalité, qui est la réalité actuelle. Là. En 2021, le programme alimentaire mondial s'inquiète de ne pouvoir mobiliser environ 5 milliards de dollars pour endiguer l'apparition de famine. Il n'empêche que dans les 4 derniers mois, les milliardaires se sont enrichis de 2700 milliards de dollars. Donc, vous voyez un peu cette espèce de situation un peu paradoxale dans la société qui s'était en fait inscrite historiquement sur une espèce de contrat social, une espèce de compromis depuis globalement le 19e siècle, qui repose sur la logique en fait de l'État-providence. C'est-à-dire que globalement, la sphère publique s'est positionnée dans une logique de courroie de transmission par rapport au développement économique. C'est-à-dire que la sphère économique étant responsable en fait du développement, de la logique de progrès, et parallèlement à cela, la sphère publique venant en fait compenser par l'éducation, par le sanitaire, par le social, venant en fait compenser les dégâts générés par cette sphère économique. Donc on est dans cette logique de contrat social, et ce qui est assez intéressant à regarder, ça a été quel a été historiquement le positionnement de l'économie sociale et solidaire sur cette logique-là. C'est-à-dire qu'elle a toujours été en fait à l'initiative d'un certain nombre de choses, et c'est-à-dire qu'elle est venue en fait se positionner par rapport à la sphère économique classique de manière assez intéressante. Ne jamais perdre de vue que la sphère économique, alors ça c'est depuis la Révolution française, ne jamais perdre de vue que la Révolution française, amplifiée par la Révolution industrielle, s'est toujours préoccupée de la construction d'un nouvel ordre politique et économique. Ce n'était pas la question de la redistribution des richesses, malgré notre nuit du 4 août hyper symbolique, c'est ce nouvel ordre économique
qui petit à petit a amené ce processus de construction de cet état social. Et en fait, la réalité de l'économie sociale et solidaire, ça a été en fait de proposer des initiatives entrepreneuriales. Alors ça a été des coopératives, pour proposer des nouvelles formes d'organisation du travail, de la production. C'est les mutuelles, autour des caisses de secours mutuelles qui ont apporté un certain nombre de choses. Ça a été tout au cours du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, et notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les initiatives associatives qui sont venues répondre à la question de la prise en compte du public handicapé, des jeunes, des personnes vieillissantes. Et ça veut dire très concrètement que l'économie sociale et solidaire s'est installée pratiquement depuis le milieu du 19e siècle, en fait, dans une logique de bras armés de la sphère publique. C'est-à-dire qu'elle est venue, en fait, relayer de manière très opérationnelle, de manière très concrète, les politiques publiques par rapport à tout cela. Et globalement, voilà, jusqu'à à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est dans cette espèce d'univers relayé politiquement par la social-démocratie, de cette recherche d'équilibre entre la dimension solidarité, la dimension sociale et à la fois la dimension économique. Un rappel de ce qu'a été la déclaration de Philadelphie en 1945, il n'y a pas de développement économique sans justice sociale. Rappelez ce qu'a été le programme national de la résistance, avec la mise en place de la sécurité sociale, qui n'est ni plus ni moins que en fait une généralisation de l'initiative de l'économie sociale et solidaire, qui étaient en fait les caisses de secours mutuels. Donc vous voyez un peu comment cette économie sociale et solidaire a toujours, je dirais, alimenté, relayé, rendu de manière très opérationnelle en fait une logique mise en place par la sphère publique. Tout cela va également continuer et s'amplifier avec ce qu'on a appelé la fin des Trente Glorieuses, avec le milieu des années 70, avec l'apparition de nouvelles problématiques qui sont de trois ordres pour aller vite. C'est l'apparition du chômage de masse avec toutes les crises économiques qui vont avec. C'est la question de la globalisation et notamment de la financiarisation de l'économie, et c'est également l'émergence de nouveaux besoins dans la société, alors notamment autour de deux grandes sphères que sont le service à la personne et les questions écologiques, les questions environnementales. Alors sur la question du service à la personne, c'est effectivement la question de la prise en charge de la petite enfance, avec cette entrée massive des femmes sur le marché du travail, apporter de nouvelles réponses, et c'est la question du vieillissement, notamment, je dirais, corrélée au-delà de la question de l'allongement de la durée de la vie, c'est aussi la question de la dépendance, avec un certain nombre d'initiatives associatives notamment qui vont se développer de manière très très importante pour répondre à ces questions-là. Sur les questions environnementales également, que ce soit sur les nouvelles énergies, que ce soit sur les questions liées à l'alimentation. Regardez aujourd'hui ce qu'est la réalité, ce qu'est l'actualité de la question, par exemple, du bio, des circuits courts, qui sont effectivement ces logiques portées par l'économie sociale et solidaire. Tout ce qui a été le champ de l'insertion par l'activité économique. Donc, il est intéressant de voir comment, effectivement, cet enjeu politique de l'économie sociale et solidaire, d'apporter, effectivement, des réponses sur ces questions-là, s'est retrouvé confronté aussi à la question entrepreneuriale, parce que, bien évidemment, il va falloir se doter d'outils, entrer dans un monde qui est celui de la sphère entrepreneuriale pour pouvoir gérer en fait de nouvelles activités et pouvoir faire émerger un certain nombre de choses autour de ces questions-là. Donc ça veut dire qu'à partir de là, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder en fait cette question du positionnement de l'économie sociale et solidaire. Je viens de vous le dire au travers d'initiatives qui se multiplient et d'organisations citoyennes qui essayent de répondre
à toutes ces questions-là. Encore une fois, on l'a vu au travers de la crise Covid, comment des initiatives citoyennes sont venues s'organiser pour répondre à parfois une incapacité de la sphère publique d'avoir la réactivité suffisante par rapport à cela. Et donc on revient en fait sur cette logique-là, et qui est de dire aujourd'hui, l'enjeu est de se dire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire en fait de repenser ces contrats sociaux qui avaient été pensés dans la logique de l'État-providence, qui est aujourd'hui mise à mal, mais pas simplement sur des aspects financiers. Regardez la multiplication des critiques qui peuvent être faites sur le coût du social, sur ces pauvres qui ne sont pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Comment effectivement on peut apporter un nouveau paradigme, une nouvelle logique par rapport à tout cela. Globalement, c'est de sortir en fait d'une espèce de logique historique de l'État-providence, qui était un État-providence en fait curatif, pour en faire un État-providence investisseur. C'est-à-dire sortir en fait de la principale critique qui peut être faite à la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire une vision très court-termiste des choses. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans le moyen terme et le long terme par rapport à toutes ces questions-là, et retravailler en fait cet ensemble-là de manière très très importante. Et l'enjeu de cette économie sociale et solidaire, c'est à la fois effectivement d'essayer de repenser, de remettre des éléments fondamentaux dans cette question de cet État-providence, et encore une fois de ne pas avoir cette lecture strictement sur le prisme financier, mais c'est de dire comment je retravaille la question politique, comment je retravaille la question de la citoyenneté, à travers de ces nouveaux concepts de pouvoir d'agir, d'empowerment, qu'on peut avoir aujourd'hui à l'esprit, mais c'est aussi de repenser de manière globale un des éléments clés aussi de cette question de l'État-providence, qui est la place de la femme dans la société, notamment sur cette logique qui est que l'entrée des femmes dans le marché du travail de manière importante est venue poser un problème fondamental, qui était la question de la prise en charge des personnes vulnérables dans la communauté, que ce soit les enfants ou que ce soit les personnes âgées. De manière ancestrale, c'est les femmes qui étaient en charge de ces questions-là. Donc ça veut dire comment collectivement l'économie sociale et solidaire est encore en capacité effectivement d'apporter des réponses concrètes par rapport à ces questions-là. Du coup, il y a une première question, Agostino. Vous avez répondu lien social et donc solidaire. Au premier abord, on pense assistanat, alors que nous parlons d'entrepreneuriat. Et je pense que tu réponds à la question en expliquant que la logique effectivement d'État-providence, c'est que la solidarité, a priori en France en tout cas, est détenue par l'État et puis décentralisée après sur les territoires par le biais des institutions publiques, mais on se rend compte quand la réalité est tout autre et que c'est bien la logique entrepreneuriale qui a fait bouger les politiques publiques. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure par rapport aux caisses mutualistes, c'est-à-dire que les caisses mutualistes ont donné l'initiative et le modèle ensuite à la politique publique de construire la sécurité sociale. Donc c'est bien une logique d'initiative entrepreneuriale, où tu parles d'initiative aussi citoyenne, c'est-à-dire que la logique entrepreneuriale ne veut pas dire construction de structures commerciales. Voilà, on sort cette logique-là d'une logique statutaire. On est bien dans l'idée de la dynamique de faire fabriquer quelque chose, un service, un produit ensemble, en collectivité, en collectif. Donc, vas-y, Ago. Ouais, il y a deux éléments fondamentaux dans ce que tu viens de dire. La première, qui est effectivement de reposer sur le principe même de l'économie sociale et solidaire, qui est la question de la lucrativité limitée, puisque c'est bien plus exact. C'est de dire que effectivement, je génère une activité entrepreneuriale, je génère une activité économique qui va générer des bénéfices, et l'intérêt de l'opération, c'est que ces bénéfices restent propriété collective, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas répartis entre quelques actionnaires de manière classique. C'est-à-dire que ça permet effectivement cette prise en charge en fait de la question collective. Ça, c'est un élément qui est central par rapport à tout cela.
Ensuite, la question d'enfermer l'économie sociale et solidaire dans cette espèce d'économie du social ou d'économie de la solidarité, peu importe. C'est aussi, je dirais, une forme de récupération de la sphère publique par rapport à ces questions-là. Hein, je vais prendre un exemple simple, qui est la question de l'insertion par l'activité économique. Hein, l'insertion par le travail. Jamais oublier que l'origine, type la communauté Emmaüs, hein, au travers des initiatives de l'abbé Pierre, a été en fait de redonner de la dignité à des populations complètement exclues par rapport à cette question-là, de leur redonner de la citoyenneté. Ça, on est dans le sens même de l'économie sociale et solidaire. Mais vous voyez bien la récupération de la politique publique qui va en faire un outil de traitement social du chômage. Hein, vous voyez bien le débat tel qu'il peut s'opérer avec cette vision en fait des personnes vulnérables qui est parfois très binaire, hein, du Moyen Âge, hein, par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que les pauvres, il y a les pauvres méritants et les autres. Hein. Et il y a toujours cette espèce de corrélation en fait de la pauvreté à la question du travail. Hein. C'est-à-dire il y a ceux qui ne peuvent pas travailler, exemple les personnes en situation de handicap, puis il y a de l'autre côté des gens qui ne sont pas extrêmement volontaires hein, pour aller bosser, une espèce de connotation morale qui est extrêmement forte hein, par rapport à ça. L'enjeu de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi de remettre ces questions politiques sur le devant de la scène et de reposer la question de la citoyenneté. Et encore une fois, en utilisant en fait des outils entrepreneuriaux, c'est-à-dire pour leur donner l'efficacité. C'est-à-dire que globalement, quand on parle d'entrepreneuriat social, hein, l'idée c'est d'avoir à la fois un outil entrepreneurial qui a l'efficacité, l'efficience de n'importe quelle entreprise, mais qui en même temps tient l'autre bout de la chaîne, qui est celui effectivement de la question de la gouvernance démocratique, effectivement de la question de la citoyenneté et de la place des gens dans cette logique-là. Tout à fait. Et justement, il y a une autre question à laquelle on peut répondre dans ce sens-là, qui est pouvez-vous différencier l'économie sociale et solidaire et ce que permet désormais la loi Pacte, hein, c'est-à-dire pour des sociétés de devenir entreprises à mission. Alors, il est noté dans la question dont la gouvernance démocratique est prise en compte et la lucrativité limitée par rapport à la sphère économique classique. Alors, les entreprises à mission, effectivement, possibles, prévues depuis la loi Pacte 2019, font que, en termes de statut juridique, en termes d'objet social, on peut adosser au travail, on va dire économique, à l'objet économique classique, mercantile d'une organisation, une mission sociale ou d'impact sociétal. L'entreprise à mission ne veut pas dire que l'organisation est dans la lucrativité limitée comme spécifié dans le cadre de l'économie, enfin des structures d'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, les structures d'économie sociale et solidaire aujourd'hui peuvent être n'importe lesquelles, ça peut être une SARL, une SAS, par le biais d'un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS. Et cet agrément permet d'indiquer que c'est une organisation d'économie sociale et solidaire, notamment parce qu'il y a lucrativité limitée et que la redistribution se fait potentiellement à des actionnaires, mais c'est limité, hein, il y a des taux à respecter, mais se fait d'abord dans l'investissement, dans le réinvestissement du bénéfice dans l'outil de travail. Voilà. Donc peut-être que Agostino, toi tu peux répondre sur la partie quelle différence entre les structures de SS et les entreprises à mission. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que toi tu les intègres en fait dans la même sphère, dans la même logique? Alors il y a aujourd'hui la loi de 2014 hein, est venue redéfinir en fait le périmètre des entreprises d'économie sociale et solidaire de manière très précise. Hein. Jusqu'à la loi de 2014, la définition se faisait en fait par le statut juridique. On appartenait à l'économie sociale et solidaire si on était coopérative, mutuelle ou association. On y rajoutait à l'échelon européen les fondations et on s'arrêtait là. Hein, ce qui a fait énormément débat, par exemple, par rapport à des entreprises d'insertion qui disaient, attendez, nous, on se partage pas forcément les bénéfices, on travaille avec des publics en difficulté, etc. Donc l'État est venu en fait redéfinir au travers de la loi cette question en ouvrant en fait le champ aux sociétés commerciales classiques, avec effectivement deux conditions, qui est le respect des deux principes de base de l'économie sociale et solidaire, à savoir la lucrativité limitée et la gouvernance démocratique.
Mais il y a une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la question de l'utilité sociale. Hein, qui est de dire, il faut effectivement que ma mission réponde à une utilité sociale. Et cette question de l'utilité sociale, elle est aussi intrinsèque au champ de l'économie sociale et solidaire. C'est de voir comment, en fait, se construisent ces entreprises. On est bien dans une logique qui vient répondre à des besoins de la société et pour lequel il y a une logique de co-construction qui va se mettre en œuvre pour ensuite répondre à ces questions-là. Et si on s'arrête à cette question de la co-construction, je dirais qu'on ne fait qu'une partie du chemin. Ce qui est intéressant dans cette dynamique-là, dans le respect des principes de l'économie sociale et solidaire, c'est la logique de co-construction, co-gestion, co-évaluation. Hein, ce que les Allemands appelleraient dans leur dynamique de dialogue social, ce qu'on appelle la codétermination, c'est-à-dire cette logique plus globale. Mais l'idée, c'est bien de se dire, on est en fait très en adéquation avec les besoins d'un territoire et je remets en fait en dynamique ce territoire par rapport à ces questions-là. Je vais prendre un exemple très concret pour regarder aujourd'hui la question de l'attractivité du territoire, hein, qui était définie de manière assez classique, hein, autour de la question de l'aménagement de zones d'activité, autour de la question des voies de communication, c'est-à-dire l'accessibilité au territoire, et la question des compétences et de la formation. Hein, globalement, on définissait l'attractivité du territoire autour de ces trois piliers-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit aussi l'attractivité du territoire, hein? C'est la question du maillage des services. Hein? Je vais vous prendre un exemple très concret. Prenez un cadre supérieur aujourd'hui qui est sollicité par deux entreprises de deux territoires différents pour un nouveau poste. Qu'est-ce qu'il va regarder très concrètement? Ben, effectivement, c'est sa fiche de poste et son niveau de salaire, bien évidemment. Et globalement, voilà, si les deux entreprises lui proposent à peu près la même chose, qu'est-ce qu'il va regarder tout de suite derrière? Est-ce que mon conjoint va trouver du travail? Quel est le maillage de l'habitat? Quelle est l'infrastructure scolaire pour mes enfants? Quelle est l'infrastructure de l'habitat? Quelle est l'infrastructure culturelle? Quelle est l'infrastructure sportive? C'est-à-dire ce qui va caractériser le bien vivre sur ce territoire. Hein? Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui met en avant certaines villes par rapport à d'autres dans les palmarès, hein, c'est effectivement l'ensemble de ces éléments-là. Et qui sont les acteurs qui mettent en place ce maillage de services qui correspond en fait au bien vivre sur un territoire, si ce n'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, de manière très très concrète. Hein. Ne jamais perdre de vue que c'est aujourd'hui une réponse extrêmement importante qui est, et pas, je dirais, dans des activités périphériques. Hein. C'est pas du macramé, de la peinture sur soie, dans un centre social classique. Vous avez aujourd'hui de grandes entreprises qui, parfois, dans nos secteurs, sont le premier employeur du territoire. Hein. Je prends un exemple dans mon secteur qui est par exemple le champ des EHPAD. Regardez un EHPAD installé sur un territoire, il va pouvoir accueillir des personnes âgées du territoire, c'est-à-dire leur éviter de sortir de leur territoire historique, de pouvoir continuer à y vivre. Il va empocher des personnes du territoire, il va générer du flux financier avec des acteurs, enfin, véritablement une approche entrepreneuriale véritable, quoi. Mais au service d'une utilité sociale, sur cette logique en fait de cohésion territoriale qui est extrêmement importante. Il y a une remarque, je pense, à laquelle tu as répondu. Selon vous, l'ESS se définit avant tout comme un diagnostic de besoin qui est partagé, porté par tous les acteurs, les parties prenantes d'un territoire, pour répondre à leurs problématiques. Mais l'ESS ne se définit donc pas forcément par son impact social. Alors je pense que tu as répondu à la question, et bien sûr que si. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important la question de la mesure d'impact, parce que si on, pour être très clair, si on a été à un moment donné dans l'opulence justement financière, c'est-à-dire que l'État investissait 100%, on le voit notamment dans le médico-social, dans le champ médico-social, l'État investissait 100% finançait 100% du fonctionnement de ces organisations. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, mais on est dans une logique de plateforme de services avec effectivement un maillage d'acteurs du territoire. Et donc, les politiques publiques, l'État décentralisé, les collectivités territoriales, la région, demandent effectivement à mesurer l'impact, parce que ça, c'est bien l'intérêt pour eux de rendre compte à l'État en toute instance.
de mesurer l'impact. Mais c'est aussi important dans la logique, on va dire, de construction du service, c'est-à-dire que si les acteurs doivent s'attacher, et ça c'est quelque chose qui a changé, moi je trouve, sur les 10-15 dernières années, en fin de compte, si les acteurs doivent s'attacher à bien évaluer le besoin de départ du public, non pas le besoin qu'on imagine être du public, non, le besoin réel du public, c'est-à-dire aller questionner une personne en difficulté, en situation précaire, c'est ça le travail d'un acteur de l'économie sociale et solidaire. Il doit faire ce travail partagé d'utilité sociale. Est-ce qu'on va pouvoir répondre favorablement aux besoins, à la problématique de cette personne, de ce groupe de personnes? Et puis ensuite, il faut voir si effectivement ça fonctionne, si ce service répond concrètement et à quel niveau de qualité il répond. Donc ça, c'est tout le travail effectivement de mesure d'impact social. Et j'ai envie de dire aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans les organisations aujourd'hui d'économie sociale, c'est la question de la mesure de la performance de l'organisation, qui ne peut absolument pas être vue uniquement au regard, mesurée au regard financier, mais qui doit être mesurée au regard de l'utilité, de la mesure d'impact, aussi de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire est-ce que les collaborateurs, les bénévoles, parce qu'il y a cette catégorie aussi de personnes qui travaillent, qui donnent du temps et de l'énergie dans ces organisations. Est-ce que toutes ces personnes se sentent alignées entre la mission et la vocation de l'organisation et puis les valeurs que les personnes incarnent? Donc c'est aussi tout ça la mesure d'impact, et c'est extrêmement important aujourd'hui dans les organisations d'économie sociale et solidaire. Donc, pour répondre à la question, oui, l'évaluation fait partie entièrement du travail de ces organisations. Alors pour revenir sur cette question effectivement de l'impact et la question du besoin, la question de l'évaluation des besoins est une question centrale dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement de structuration de services s'il n'y a pas ce travail en fait d'évaluation des besoins. Et quand je dis évaluation des besoins, c'est une évaluation en dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas on fait un diagnostic, une photographie du territoire, on apporte un service et puis après on est parti autre chose. C'est effectivement cette logique de la gouvernance démocratique fait aussi que on va intégrer les différentes parties prenantes dans la gestion même de l'entreprise, ce qui permet de faire évoluer cette logique-là. Ce qui veut dire qu'il y a un autre concept qui est corrélé en fait à la question de l'utilité sociale et à la question de l'économie sociale et solidaire, qui est la question de l'innovation. C'est-à-dire que je suis toujours en permanence réinterrogé, comme disait ma grand-mère à qui je fais dire n'importe quoi, c'est effectivement de remettre en permanence l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire qu'il faut réinterroger le projet politique, réinterroger le projet opérationnel en permanence, à la fois en apportant de nouvelles réponses qui répondent à des nouveaux besoins, ça c'est une première dimension, mais il y a aussi quelque chose qui est un peu compliqué chez nous culturellement, qui est d'apporter des modifications à l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir cette flexibilité entrepreneuriale qui permet effectivement de s'adapter en permanence dans cette logique-là. Alors, pour avoir travaillé pas mal sur ces questions-là à l'échelon européen, on est toujours impressionné par cette capacité que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs à jouer au Lego, comme je dis, c'est-à-dire à démonter, remonter les choses en fonction en fait du besoin pour pouvoir coller le plus possible par rapport à ça. Mais ce qui est garant de tout cela, c'est effectivement cette logique de la gouvernance démocratique et cette logique en fait des parties prenantes. Et c'est simplement parce qu'il y a ce travail effectivement d'évaluation permanente des besoins, de l'utilité sociale, qu'on va pouvoir effectivement se projeter dans le temps et avoir cette logique de l'impact social. On le voit bien aujourd'hui au travers de la politique de la ville. Dans des logiques financières, on a aujourd'hui réduit les financements auprès de structures qui intervenaient dans les quartiers, et on est en train de s'apercevoir les dégâts que ça a généré en fait en termes d'encadrement éducatif, en termes d'encadrement social sur les territoires. S'il y avait eu effectivement cette anticipation, cette vision de l'impact de ce type d'initiative, on y aurait peut-être réfléchi à 2 fois. C'est un autre débat. Ouais. Il reste assez peu de temps et vous avez pas mal de questions, donc c'est intéressant. Il
il y a des questions qui se recoupent sur l'idée que, par exemple, donc j'ai une question qui est la finance solidaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un levier de l'économie sociale et solidaire ou est-ce que c'est de la récupération? On trouve plusieurs questions comme ça. La question, c'est est-ce que telle coopération, telle entité commerciale qui travaille avec, est-ce que c'est de la récupération? Bon, alors moi, la réponse que je formulerai, c'est que en réalité, il faut avec humilité traiter ce type de questions. C'est-à-dire que je pense que ni Agostino ni moi avons la science infuse concernant l'économie de la solidarité. C'est-à-dire que il n'est pas question de dire ça c'est ok, cette organisation a le droit, elle est valable au niveau moral et une autre pas du tout quoi. C'est-à-dire que c'est encadré en France en tout cas par la loi, c'est la loi de 2014 dont on a parlé tout à l'heure, c'est la loi Pacte pour ce qui est des entreprises à mission, la loi donc Pacte 2019. Mais pour moi, la finance solidaire, pour répondre exactement à cette question-là, la finance solidaire est un levier, oui, parce que c'est un outil. À partir du moment où on parle pas de financiarisation globalisée, c'est-à-dire que la finance ne sert pas à la finance, que la finance sert à un objet social, un objet d'impact sociétal, qui soit économique ou purement social, alors c'est un levier, oui. Alors sur la question de la finance solidaire, ça nécessiterait un temps dédié sur cette question-là. On va pas rentrer dans le débat. Simplement poser quelques éléments de réflexion que je vais pas développer. Mais il est vrai qu'aujourd'hui il y a une espèce de confusion autour de ces questions-là, notamment entre la question de la philanthropie, par exemple, hein, notamment la question de l'intervention des fondations, du social business autour de ces dimensions-là. Ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, la question de la mobilisation financière par rapport à cela. Je vais simplement pointer deux choses. Et encore une fois, excusez le côté un peu abrupt de cette question-là qui mériterait véritablement un débat spécifique. C'est la question, en fait, de la démarche du financement participatif, qui aujourd'hui est un élément qui est particulièrement intéressant, hein, de voir comment effectivement je peux mobiliser de manière un peu générale cette question des financements et qui témoigne en plus de l'intérêt que les gens peuvent avoir sur un certain nombre d'initiatives qui sont particulièrement intéressantes. Mais après, il y a un autre débat qui est à mon avis aussi crucial, c'est la question du financement de l'innovation, hein, c'est-à-dire de développer de manière classique ce qu'on connaît en fait dans le milieu industriel, par exemple, qui est le capital risque, hein, c'est-à-dire cette capacité effectivement à mobiliser du financement pour pouvoir en fait faire durer des opérations. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu contraint par ces logiques-là, c'est-à-dire que l'essentiel de ces financements-là venant de la sphère publique, on nous enferme dans une logique d'expérimentation, c'est-à-dire on nous fait tester des trucs, et en bout de course, on nous dit ouais, c'est super intéressant votre truc, hein, mais on peut plus financer quoi. Donc voilà, on touche bien les limites de cet exercice-là, mais la question de la finance est bien évidemment extrêmement liée à cette approche entrepreneuriale, hein. Il n'y a pas de projet social ambitieux sans un modèle économique efficace, hein. Ça c'est clair, net et précis. On a une question qui peut être la question de la fin. On arrive vers la fin. Qui est une question alors assez à résumer. Une structure d'économie sociale et solidaire qui intégrerait par exemple Bouygues Construction au sein de son réseau, au sein de son organisation, aurait un potentiel d'impact positif sur la société assez important. Si Bouygues Construction intègre justement la logique sociale ou d'impact sociétal, il y a une puissance de feu extrêmement intéressante. Ce que tu viens de dire, Agostino, hein, c'est que un modèle économique efficace et stable permet effectivement un impact intéressant. Et la problématique, c'est que donc si ce réseau, si cette organisation intègre Bouygues Construction, il y a, on va dire, des externalités négatives, c'est-à-dire qu'on va peut-être se poser avec des problématiques éthiques et déontologiques entre l'organisation de SS et l'organisation Bouygues, qui est
en tout cas a priori pas d'économie sociale et solidaire, qui a une autre démarche dans un autre modèle économique, un autre paradigme économique. Alors la question c'est quel serait son impact et comment le mesurer. Alors vous avez 4 heures. Et comment être sûr que les actions soient réellement de qualité ou éthiques. Bon, les questions se demanderaient effectivement beaucoup de temps. Et puis là, on va dire un diagnostic spécifique, c'est un travail d'audit, hein, clairement. Voilà. Mais par contre, on peut peut-être tenter de répondre pour finir à la question de si l'on intègre des acteurs classiques de l'économie, voire même des acteurs puissants de l'économie capitaliste, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, est-ce que on vient travestir ce nouveau paradigme économique ou au contraire, est-ce qu'on peut servir cette cause? Alors, il y a plein d'éléments, encore une fois. C'est vrai que ça mériterait beaucoup de temps pour réfléchir à cette question-là. D'une part, moi, je pense que la logique de la coopération est fondamentale. Et la coopération avec l'ensemble des acteurs, hein, c'est-à-dire que on va pas vivre qu'entre gens de l'économie sociale et solidaire, sinon ça va virer au crétinisme des Alpes assez rapidement. Hein, la consanguinité n'est jamais un truc exceptionnel. Donc, la logique de la coopération, elle est extrêmement importante au service du projet politique, bien évidemment, par rapport à cette logique-là. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui a fait beaucoup de débat, par exemple, dans la discussion sur la loi de 2014, c'est la question des fondations. Hein, c'est de dire que on avait effectivement certaines entreprises qui, dans une logique en fait de marketing, hein, de greenwashing ou de social washing, venaient en fait se racheter des images de marque. Hein. On va citer Total pour ne citer que celle-là, d'entreprises qui effectivement viennent financer des opérations par rapport à cela. Ça pose un vrai débat éthique effectivement sur cette logique d'utiliser de l'argent qui par ailleurs repose sur des activités qui sont pas toujours de manière très éthique dans leur ensemble. Simplement, ce qui est important à bien entendre, c'est aussi la question du rapport de force. Et je vais te donner un exemple très précis. Regardez aujourd'hui l'impact des structures et des initiatives d'économie sociale et solidaire sur le champ de l'alimentation. Regardez la question du bio, la question des circuits courts. En 6-7 ans, on est venu modifier le comportement des gens, mais aussi de la grande distribution. Alors, jusque-là, c'est un processus très intéressant, c'est-à-dire cette internalisation de la grande distribution, de ces valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais encore une fois, ce processus d'internalisation va pouvoir réussir que si on est en capacité d'entretenir un rapport de force par rapport à cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on risque pas d'être récupéré par la grande distribution qui risque de faire dériver le système? On le voit bien aujourd'hui avec la question du bio, les risques possibles qu'il peut y avoir par rapport à ces questions-là. Mais l'idée, c'est encore une fois cette logique de coopération, de mise en débat. Voilà, je dis souvent, il faut pas non plus enfermer l'économie sociale et solidaire dans le monde de oui-oui. Hein, c'est-à-dire, le monde, il n'est pas parfait, il a besoin d'être réinterrogé. Il y a un certain nombre de grandes associations, de grandes coopératives qui peuvent être réinterrogées. La question du service à la personne, conditions de travail, etc., sont aussi à réinterroger. Hein, ça revient sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur la question de la performance des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est véritablement, encore une fois, cette question de la réflexion collective et de revenir en fait fondamentalement au projet politique, c'est-à-dire ce pourquoi on fait cela. Ouais. Je pense qu'il y a, pour définitivement du coup terminer, ça fait 43 minutes qu'on est donc ensemble, on s'est donné 45 minutes pour terminer. Agostino, moi j'aimerais poser la question de pour toi, quelle est l'utilité en fait de la formation et de la professionnalisation de ce secteur-là? Parce que pour le coup, tu l'as dit toi-même, j'ai rien dit, hein, mais on n'a pas le même âge. Tu as vécu, on va dire, l'économie sociale et solidaire sur des fondamentaux il y a quand même quelques dizaines d'années, hein, et donc tu as vécu aussi la professionnalisation de ce secteur aujourd'hui. Enfin, donc qu'est-ce que t'en penses cette professionnalisation dans les 15 dernières années, et puis aujourd'hui? Cette logique de professionnalisation, elle est fondamentale hein, pour une raison assez simple, c'est-à-dire que ça nous remet aussi
sur le champ classique de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pendant des années, on a vécu en fait l'économie sociale et solidaire dans une logique qui était de dire ce qui n'était pas rentable pour la sphère économique et ce qui n'était plus possible pour la sphère politique était fait par un espèce de tiers secteur, de voiture-balai qui récupérait en fait tout ce qui n'était pas solvable, pas rentable, pas etc. Non, il faut véritablement qu'on réapprenne et qu'on occupe une place qui doit être la nôtre, c'est-à-dire de gérer véritablement des modèles économiques efficaces, efficients, mais encore une fois, qui vont prôner un certain nombre de valeurs particulières par rapport à cette question-là. Encore une fois, la question effectivement que les bénéfices de propriété collective de l'entreprise vous donnent une marge de manœuvre que n'ont pas forcément aujourd'hui un certain nombre d'entreprises. On le voit bien, l'actualité est remplie de ces questions-là, de cette rémunération, par exemple, des actionnaires au détriment de l'entreprise. On en a des exemples en permanence. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il faut qu'on arrête de nous enfermer dans cette logique qu'on est des petits gars qui sont bien sympas, mais qui font de l'initiative, encore une fois, qui font de la peinture sur soi dans leur coin, quoi. Non, c'est véritablement montrer, et l'histoire l'a montré au travers des grandes mutuelles, de grandes associations, qui a une capacité entrepreneuriale qui n'est pas comme ça du jour au lendemain. Il faut lui donner des outils, il faut qualifier le réseau, il faut monter en compétences pour pouvoir travailler sur ces questions-là, quoi. Ok, merci Agostino. Et donc il y a effectivement d'autres questions. On n'aura pas le temps de les traiter aujourd'hui pour ce webinaire, mais en tout cas au plaisir d'échanger avec Agostino ou avec moi-même lors de différentes rencontres qu'on peut organiser d'ailleurs sur Lyon, Paris, Toulouse, voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Anastasia, si tu veux dire donc le mot de la fin, parce que je vois que tu Merci es à là. tous les deux pour cette présentation interactive. Merci à tous les participants et puis j'espère du coup que ce webinaire vous aura permis voilà, d'échanger sur l'économie sociale et solidaire, d'avoir aussi une autre vision de ce secteur. Et puis effectivement, comme le disait Simon, vous pouvez nous retrouver notamment sur les réseaux sociaux si vous voulez poursuivre le débat, suivre nos actualités et puis nous rejoindre sur de prochaines rencontres. Merci beaucoup et puis bonne journée à tous. Belle journée à tout le monde et merci à tout le monde. Merci, bonne journée.